Merci de vous être connecté. J'espère que tout le monde a une bonne réception. Voilà, je suis Robert Wacknin, formateur consultant indépendant et membre du CA de l'AFREF. Alors l'AFREF, Association française pour la réflexion et les échanges sur la formation, organise régulièrement des jeudis matins mensuels sur le développement des compétences, tous les domaines, bilan, VAE, formation, apprentissage, sous ses différents aspects, juridiques, pédagogiques, organisationnels, financiers. Alors, d'ailleurs, sur afref.org, le site de l'association, vous pourrez retrouver les comptes rendus et les vidéos des matinées qui vont de 2002 à 2020 en accès libre, ainsi que le programme pour le premier semestre de l'année 2021. Aujourd'hui, ce webinaire AFREF, préparé avec Jacques Faubert, qui est aussi membre du CA de l'AFREF, est organisé en partenariat avec Webikeo et Michel Beaujard de CFS+, à propos des activités de certification Calliope. Alors, je rassure les différents participants qui nous posent des questions sur le chat. Ce webinaire est enregistré et il sera donc disponible en replay. Alors, un rappel technique, ce webinaire est organisé en 2 séquences avec une pause de 10 minutes entre les 2 séquences. Vous avez fait 2 inscriptions séparées et en conséquence, vous avez reçu 2 liens bien différents. Donc, n'oubliez pas, après la pause de 10 minutes, de vous reconnecter. Je vais présenter rapidement le contenu des 2 tables rondes et je vais en profiter pour remercier très chaleureusement nos intervenants qui ont eu l'amitié de prendre sur leur temps de préparation et aussi de déroulement. Alors, nous ferons le point avec Sophie Margollet, nous ferons un retour sur les intentions et le projet initial de ce dispositif, l'approche processus et quelques mots sur le processus, sur le guide de lecture du référentiel national qualité. Avec Gilles Trichet, nous aborderons, du cabinet Lafayette, nous aborderons le travail d'accompagnement et de préparation aux audits de certification qu'il réalise. La seconde table ronde sera animée par Jacques Faubert à partir de 10h05 sur la deuxième partie. Cette table ronde commencera par un témoignage vidéo du dirigeant d'un cabinet qui est très satisfait de son audit de certification et il nous expliquera pourquoi. C'est-à-dire que très concrètement, il nous donnera les arguments qui l'ont amené à être satisfait. Ensuite, Michel Beaujard de CFS+, et Hubert Grandjean de l'AFDEC présenteront chacun des retours d'expérience sur des pratiques d'audit à interroger, mais aussi des repères à réaffirmer. Alors, je profite de ce moment pour les vidéos pour remercier là encore très chaleureusement Vincent Beau du cabinet Master Marseille pour son témoignage personnel et Hassan Mahamad Saleh pour le témoignage d'un organisme audité par le cabinet ICERT qu'il nous a transmis dans le cadre d'une étude globale qu'il est en train de faire. Alors, cette vidéo témoignage ne sera pas présentée, mais elle sera consultable sur le site de lafref.org. Je signale quelques ressources documentaires qu'on a mis à votre disposition, une fiche technique avec différentes références, légales, réglementaires, informatives sur la certification, le numéro 223 de la revue Éducation permanente, dont le dossier « L'introuvable qualité en formation » a été dirigé par Paul Stelman. Et bien sûr, je continue à insister sur le site de l'AFREF, afref.org, où vous trouverez beaucoup de ressources en libre. Voilà, nous aurons une brève conclusion de quelques minutes. Je dirai quelques mots du professionnalisme des formateurs. Jacques Faubert dira quelques mots de l'impact des actions de développement des compétences dans les systèmes clients, les entreprises et les organisations. Et René Bagorski, le président de l'AFREF, présentera les propositions et les activités de l'AFREF pour l'année 2021. Et notamment, il évoquera l'université de printemps qui se déroulera au mois de juin. Voilà, je me dépêche un peu parce que le temps est compté, donc sans plus attendre, on va passer à la première table ronde. Et donc, merci
Sophie Margollet de nous avoir rejoints. Quelques mots de présentation de vos responsabilités, de vos activités à la DGEFP avant d'aborder les questions que je vais vous poser. C'est à vous, Madame Margollet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis Sophie Margollet. Je vous prie d'excuser l'absence de Stéphane Rémy, qui est retenu dans le cadre du CEREC, qui vous transmet son bonjour, bien sûr. Et voilà, je salue aussi la présence d'Agnès Glas, qui est à la mission organisation des contrôles, donc au sein de la sous-direction politique des formations, qui est présente avec nous ce matin et qui pourra répondre en tant que de besoin et de par son expertise sur le sujet, répondre aux questions que vous pourriez aussi poser. Donc, je suis Sophie Margollet, je suis en fait l'adjointe de Stéphane Rémy à la sous-direction politique des formations et du contrôle à la DGEFP depuis mars 2020. Et j'ai grand plaisir à vous rejoindre ce matin. Je vous remercie beaucoup. Merci aux membres de la FREF pour cette initiative, pour cette invitation. Le point qui nous est permis ce matin sur Calliope, sur la certification qualité, et puis surtout aussi quelques diapos qui sont passés. Merci beaucoup pour ces échanges qu'on peut avoir directement avec l'ensemble des participants ce matin. Bien, merci pour cette présentation. Alors, juste une précision, puisqu'on a parlé d'un cadre de référence robuste à propos de la certification Calliope. Ce que l'on entend par ce qualificatif, c'est que le dispositif Calliope, c'est le produit d'une histoire. On ne va pas revenir dans le détail sur la liste CNEFOP, l'arrêté qualité de 2015, Datadoc. Mais voilà, ce qui est nouveau, c'est que ce référentiel national, il est unique et il est aussi en grande partie le résultat d'un travail collectif. L'ensemble est réglementé par 2 décrets et 2 arrêtés et l'obligation qui a été reportée au 1er janvier 2022 concerne les opérateurs prestataires qui souhaitent travailler dans le cadre des financements publics ou collectés. Voilà, donc le dispositif est bien cadré, il repose sur des textes clairs, conçus dans une démarche un peu collective. Cependant, il apparaît quand même complexe, contraignant à un nombre d'acteurs. Donc, ma première question concerne les intentions et les ambitions du législateur quant à l'organisation, à la mise en œuvre de ce dispositif Calliope, bien sûr en allant au-delà de l'obligation, avec l'idée de faire adhérer les opérateurs. Donc, pouvez-vous revenir sur le projet initial, le sens de la construction de ce dispositif? Madame Margollet. Voilà. Oui, bien sûr. Merci Robert. Allez-y. Oui. Allez-y. Vous m'entendez? Le dispositif, comme vous l'indiquez fort justement, en fait, s'inscrit dans un cadre, celui de la réforme du 5 septembre, qui permet, on se le rappelle tous, c'est important de redonner le sens de l'action, qui permet aux salariés d'être acteurs de leur avenir professionnel grâce à la formation professionnelle notamment. Donc, ça s'accompagne nécessairement d'une attention donc, qui est portée à l'amélioration des prestations de formation. Et juste une petite incise sur l'article aussi dédié à la qualité plus particulièrement, parce que donc antérieurement, d'une certaine hétérogénéité dans ce domaine. Donc ce dispositif, vous le disiez, c'est le produit aussi d'une histoire. Il est robuste parce que c'est le produit d'une histoire aussi consécutivement aux listes CNEFOP. On se souvient du décret 2015, de Datadoc. Et surtout, il s'appuie sur 2 décrets et 2 arrêtés. Ces décrets, ces arrêtés l'encadrent et lui donnent aussi cette robustesse parce que on réglemente l'organisation et la mise en œuvre de Calliope avec l'accréditation des certificateurs, avec aussi des audits de certification qui sont organisés. Calliope, c'est un référentiel national unique versus X référentiel de certification antérieur. C'est un référentiel national unique qui résulte, et il faut aussi qu'on se le rappelle, d'un travail collectif entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux. Calliope, ce sont des critères donc, qui concourent au développement d'un parcours pédagogique personnalisé
On se rappelle les 4 catégories d'actions, les actions de formation, les bilans de compétences, la VAE et puis les actions de formation par apprentissage. Alors au travers du décret donc, qui encadre hein, ce dispositif et qui est consécutif à une présentation au Conseil d'État, c'est bien le critère de l'inscription et de l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel, au référentiel national sur la qualité, qui donne en fait à ce dispositif Calliope cette robustesse qui est basée sur 7 critères et 32 indicateurs d'appréciation. Donc on voit bien au travers de tout ce montage, toute cette mécanique, l'encadrement, la robustesse d'un dispositif qui lui maintenant permet d'être objectivé. J'évoquais un travail en concertation, en collaboration avec les partenaires sociaux et puis des acteurs représentatifs, puisqu'il est important de se dire que 3 groupes de travail ont été mis en place. Un groupe de travail qui est permanent avec des partenaires sociaux, la GFIP, le Pôle emploi, les régions, le JU Datadoc, les têtes de réseau de la formation professionnelle, autrement dit Synovdes et la Fédération de la formation professionnelle, les certificateurs aussi et Centrinfo. Donc c'est vraiment le produit d'une concertation et d'échanges au travers de ce groupe de travail permanent. Ce sont aussi donc des auditions spécifiques avec les acteurs de l'apprentissage, hein, là, entre autres la FNADIR, le réseau des consulaires, les prestataires aussi de bilan de compétences et puis les accompagnateurs de validation d'acquis d'expérience. Et c'était aussi un groupe de certificateurs pour l'élaboration du guide de la certification. C'est vraiment un travail et qui permet aujourd'hui de donner, on parlait de robustesse, de donner le cadre et la robustesse à Calliope. Enfin, vous l'avez évoqué Robert en introduction, l'ordonnance du 1er avril 2020 qui acte, compte tenu des conditions que tout le monde connaît, le report de l'obligation de certification au 1er janvier 2022. Donc qui permet à tous les leur certification d'action concourant au développement des compétences. Tout ça est assez clairement repris dans l'ensemble des décrets, des dispositions, des arrêtés. Ce qu'on peut dire par rapport à Calliope, finalement, c'est que c'est un référentiel national unique qui, au passage, information aussi que je peux transmettre ce matin, qui est propriété de l'État, puisqu'il y a eu un dépôt à l'INPI qui a été fait. Donc c'est la première marque d'État hein, qui est déposée. Qui est une reconnaissance nationale avec un logo, avec une utilisation encadrée, avec une lisibilité pour l'ensemble des acheteurs, pour le grand public, pour les financeurs, une qualité reconnue par un tiers. Là, on se dit aussi que c'est une objectivation qui est faite, hein, versus Datadoc, c'était l'OF qui se déclarait. On a une méthode partagée avec des acteurs dans la construction de ce dispositif et un processus d'amélioration continue, puisque là, il s'agit bien d'un processus et d'un cycle d'audit dans lequel on s'inscrit. Peut-être vous dire aussi que à ce jour, il y a un engouement par rapport à Calliope, puisque, comme vous le savez, au travers de la loi, les établissements d'enseignement supérieur qui sont exemptés de Calliope par rapport à leur qualité réputée acquise sont demandeurs du logo Calliope des marques qui est elle plutôt tournée vers des fonds privés des entreprises pour pouvoir faire état de cette marque de qualité. Donc c'est aussi un signe de notre point de vue de la reconnaissance et de l'engouement qui est pris au travers de ce dispositif. Dans le cadre de cette première présentation, à ce jour, on a 25 organismes certificateurs, 14 qui sont accrédités par le COFRAC et puis 11 qui Ah. On a un petit blanc. Oui, vous m'entendez? Ben, on a des petits blancs de temps en temps. Vous m'entendez toujours? Oui. Vous en étiez aux 25 certificateurs? Oui, Sophie, vous nous entendez du côté de l'organisation? Là, est-ce que c'est mieux? Oui. Oui, là, on vous entend. Oui. D'accord, je rapproche le Mais micro pas encore. vous, apparemment. Donc, pardon?
Donc, je vais vous parler de 25 organismes certificateurs, avec 14 qui sont d'ores et déjà accrédités COFRAC et 11 qui sont en cours d'accréditation, qui sont habilités à délivrer la certification pour eux en cours d'accréditation, et puis un peu plus de 10 000 prestataires certifiés. Donc, globalement, entre début juillet et au 23 novembre, le nombre de prestataires certifiés a été multiplié par 3. Donc, il y a vraiment une dynamique qui est engagée et qui est tout à fait positive. D'accord. Merci Sophie pour ces premiers éléments. Alors, et vous rappelez hein, que Datadog, c'était une démarche volontaire sur du déclaratif, basée sur des procédures contrôlables par les financeurs. Ce qui est très nouveau donc sur la certification Calliope, hein, bon, c'est bien sûr le référentiel unique, mais c'est aussi qu'il ne raisonne pas en termes de capacité ou de potentiel, mais il s'engage dans une évolution qualitative privilégiant une approche processus. Alors cela à la fois pour accroître la visibilité et la lisibilité des prestations, mais aussi, ce que nous en avons compris, pour se rapprocher des réalités de travail des prestataires. Les 7 critères d'ailleurs du référentiel, hein, on peut estimer qu'ils correspondent aux principales phases de la production des prestations. Donc ma seconde question concerne cette proximité souhaitée avec le travail réel. Après ces premières années de mise en œuvre, comment voyez-vous les résultats de vos efforts pour construire un cadre de référence proche des réalités du travail des prestataires et plus précisément des formateurs? Partager tout ce cadre, ces objectifs, ce sens, mais aussi quelques évolutions. Nous connaissons tous une situation sanitaire un petit peu compliquée, bien sûr, qui a nécessité des aménagements, y compris au travers de Calliope pour ne pas casser la dynamique sur 2020. Donc, vous avez sûrement connaissance de l'arrêté du 24 juillet qui permet d'entamer des audits à distance jusqu'à fin 2020. Voilà, à titre d'information, une réflexion en cours actuellement pour pouvoir prolonger ces audits à distance jusque fin 2021. C'est aussi importante dans le cas du dépôt hein, à l'INPI, une sécurisation juridique de cette marque d'État Calliope qui donne aussi une ouverture possible sur la digitalisation des formations avec l'ouverture vers des pratiques pédagogiques, vers la FOD, mais il n'y a pas de nouveaux critères dans le référentiel. J'entends aussi ça et là parfois des informations, mais qui ne sont pas avérées sur voilà, des modifications de nouveaux critères dans le cadre du référentiel, pas du tout. Hein. Donc, d'une part, un dépôt à l'INPI et d'autre part, une ouverture sur la digitalisation, mais qui ne donne pas lieu à de nouveaux critères dans le référentiel. On a bien des indicateurs, hein, notamment le 17 sur les moyens techniques humains, le 19 sur la mise à disposition des ressources pédagogiques, le 22 sur le développement des compétences des salariés de l'OF et le 25 sur l'innovation pédagogique et technologique, qui démontrent qu'en fait le référentiel en cours à l'heure actuelle est bien en phase avec la période que nous traversons. Voilà, et puis peut-être un dernier mot, puisque France Compétences a fait une enquête et a permis de recueillir un certain nombre de témoignages. Voilà, avec des avis positifs et constructifs sur des organismes qui ont été certifiés et qui attestent de tout l'intérêt de la démarche Calliope et du fait que chacun soit. Merci bien. Alors, je Voilà, vois Robert, que merci beaucoup. peut-être votre collègue Agnès Glass hein, de la DGEFP voulait intervenir. Donc, Gilles, si vous voulez bien lui passer la parole. Alors, j'ai Madame Glass Est-ce que vous apparaît m'entendez? bien au niveau de mon tableau de bord comme connectée. Il me semble qu'elle a un problème de son. Je la vois réapparaître. Pour ma part, j'avais coupé le micro, bien sûr, mais la caméra, surtout pour conserver un maximum de connexion pour l'échange. Savoir que plus nous sommes connectés en Pardon? visio via ce canal et plus nous consommons de données. Donc, c'est pour ça qu'il est conseillé de couper les webcams quand il y a une personne qui parle. C'est pour ça que je me suis permis de couper la mienne tout à l'heure. Mais Madame Glass
apparaît bien connecté et à moins que votre Voilà. Bonjour à micro tous, soit vous ouvert. m'entendez? Oui, formidable. J'ai un petit peu de cette présentation, donc je ne sais pas s'il y avait des questions complémentaires, ou en tout cas que vous attendiez de moi à ce stade de la présentation qui a été faite effectivement par Sophie. Voilà, je ne sais pas sur quels aspects et sur quels vous attendiez un peu des compléments de ma part. Est-ce que c'est plutôt sur le guide de lecture ou plutôt sur les enjeux, en tout cas de la lisibilité de la marque Calliope à vous de me... Ce que l'on va faire, c'est qu'on va attendre après la deuxième partie de la table ronde pour recueillir les questions des participants plutôt. Et on verra entre vous et Sophie qui pourra répondre aux questions. Donc là, sans plus de transition non plus, on va passer à Gilles Trichet qui, au-delà d'être régisseur, est aussi participant à cette table ronde en sa qualité d'intervenant accompagnateur à la préparation d'audits de certification. Donc voilà, Gilles revient parmi nous cette fois en tant que participant à la table ronde. Donc quelques mots de présentation sur votre parcours de formateur certifié Calliope, puisque c'est le cas, et puis vos responsabilités et activités d'accompagnateur dans le cadre du cabinet Lafayette. Alors, bonjour, effectivement. Donc, je suis actuellement consultant et formateur pour le cabinet Lafayette Associés, donc cabinet de conseil en stratégie pour les organismes de formation. Et nous faisons bien sûr, entre autres prestations, de l'accompagnement à la préparation à l'audit Calliope, mais en amont de l'accompagnement à la mise en place d'un système de management de la qualité. Et j'insiste sur cette partie de nos prestations parce que c'est surtout la mise en place d'un système de management de la qualité efficient et efficace qui peut permettre de pouvoir répondre aux exigences du référentiel national qualité. Pour ma part, un parcours très bref. Donc moi, je fais de l'accompagnement sur ces démarches depuis 2015, je dois dire. Je suis moi-même au départ titulaire d'une certification qu'on appelait certification CNEFOP, mais qui existait déjà bien avant le CNEFOP, qui est la certification ICPF Pro en tant que consultant formateur. Et donc, en tant qu'indépendant, eh bien, je me suis aussi livré à l'exercice Calliope et j'ai été certifié Calliope en février 2020, certifié Calliope par AFNOR Certification, juste avant de rejoindre le cabinet Lafayette en tant que salarié cette fois, ce qui me permet d'accompagner des clients en ayant eu à passer les fourches codines et à vivre l'expérience de l'audit Calliope. Bien, donc on va rentrer dans le vif de vos activités d'accompagnateur. En quelques mots, quels sont vos clients en termes de catégorie, la nature des demandes qu'ils formulent à votre attention pour préparer leur certification, bon, les contenus, les modalités de comment vous procédez à ce travail d'accompagnement. Alors, nos clients sont des prestataires d'actions concourant au développement des compétences. J'ai envie de dire des petits, des moyens, des gros. Il n'y a pas vraiment de taille ou de volume de chiffre d'affaires qui soit restrictif. On a un peu tous les profils qui s'adressent à nous. La demande, elle est toujours formulée de la même manière, parfois d'ailleurs d'une façon sur laquelle on reviendra. On nous demande souvent d'être accompagné pour remplir le dossier Calliope. C'est un peu la formulation qui revient souvent et à laquelle on commence par répondre gentiment que alors il n'y a pas de dossier Calliope à remplir, mais on peut les accompagner effectivement pour se mettre en ordre de marche vers l'audit qui leur permettra d'obtenir Calliope. Donc aujourd'hui, nous, ce sur quoi on travaille avec nos clients, on insiste d'abord sur le fait qu'on mène d'abord un diagnostic de la situation de départ. Beaucoup de nos clients, et la grande majorité de nos clients d'ailleurs étant tous, pour l'expression consacrée, data-dockés. J'ai vu dans le chat tout à l'heure quelqu'un qui disait il y a 70 000 organismes de formation, il en reste plus que 60 000 à certifier. Je dirais simplement en même temps pour répondre à cette question que sont
concernées par la certification Calliope les personnes qui souhaitent que leurs prestations demeurent éligibles au financement mutualisé, au fonds public et paritaire, et qui avaient déjà été enregistrées dans Calliope, dans Datadoc. Et Datadoc, de mémoire, hein, on était à, je crois, entre 48 000 et 50 000 structures, je pense qu'on doit être plus près des 50 000, qui étaient datadocées. Donc 50 000 moins 10 000, on serait encore a priori à 40 000 structures restant à certifier. Et effectivement, nous la demande, c'est on veut avoir Calliope. On sent l'angoisse, hein, il y a une certaine angoisse derrière, puisque Calliope est lié au financement et donc, pour beaucoup d'entreprises, tout simplement à leur survie. Enfin, pour beaucoup de prestataires, tout simplement à leur survie. Et on sent cette urgence lorsqu'ils s'adressent à nous. Et c'est vrai que nous, notre métier, c'est aussi de recentrer en amont pour avoir Calliope, on va voir d'où est-ce que vous partez, quel est le système de management de la qualité qui existe aujourd'hui, quels sont vos processus, sont-ils RNQ compatibles? Et on va d'abord travailler avec vous à les rendre RNQ compatibles. Ensuite, on préparera l'audit. D'accord, merci Gilles. Donc on va continuer un peu à rentrer dans le détail de ce travail d'accompagnement. Voilà, quelles sont les principales difficultés que rencontrent vos clients d'un côté, mais aussi quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre activité d'accompagnement. Voilà, donc qu'est-ce qui est difficile dans cette mise en œuvre des préparations? Je donnerai 3 points, en fait, qui sont des points d'achoppement et les points sur lesquels on a à agir avec les prestataires. D'abord, déconstruire les idées reçues, tordre le cou aux rumeurs et ensuite donner du sens à l'exigence. Voilà. Quand je dis déconstruire les idées reçues, beaucoup de nos clients, et pas que de nos clients, d'une manière générale, dans le microcosme, dans l'écosystème des prestataires, on entend des choses qui sont elles aussi anxiogènes ou au contraire qui sont de nature à biaiser un peu les cartes. Et Madame Margollet en parlait tout à l'heure, beaucoup nous disent « Ah ouais, mais donc nous, on a fait le Datadoc, donc c'est bien parce que le Calliope, c'est comme le Datadoc. » Alors, on explique effectivement qu'il y a une transversalité entre les 6 critères du décret du 30 juin 2015 dont on retrouve l'esprit, la thématique dans le décret du 6 juin 2019 avec un critère en plus. Et que donc, oui, certainement, effectivement, il y a des transversalités. Pourquoi beaucoup des organismes de formation qui ont fait le Datadoc y ont passé du temps, de l'énergie. Pour ceux qui l'ont fait, et il y en a beaucoup, heureusement, qui l'ont fait sérieusement et qui n'ont pas nécessairement acheté du Datadoc clé en main. Pour eux, passer sur Calliope, ça devient tout de suite beaucoup plus difficile. Et qui donc, ils y ont mis un peu leur tripes et ils voudraient qu'on puisse capitaliser sur le travail fait. Donc, on leur explique qu'il y a des choses qui sont faisables, mais que la démarche Calliope, c'est pas un copier-coller du Datadoc. Autre idée reçue, comme je le disais tout à l'heure, on doit remplir un dossier Calliope. Alors on explique que non, attention, Calliope, c'est pas un audit documentaire. C'est pas on fournit les preuves d'abord et on regarde si on est dans le processus ensuite. Mais c'est complètement l'inverse. On regarde où est-ce que vous en êtes du processus, on met en place les bonnes pratiques pour répondre à l'exigence, et ensuite on se dit, bien, et maintenant, quels sont les éléments de preuve pertinents? Alors que très souvent, ils arrivent avec déjà des tas. Ça y est, on a compilé toutes les preuves, c'est formidable. On a pris celles qui étaient obligatoires dans le guide. Donc, merci Madame Margollet d'avoir reprécisé que le guide est un outil pédagogique et non pas un référentiel réglementaire. Et puis surtout, on a écrit toutes nos procédures. Bon, donc il y a souvent un gros travail qui est fait, qu'il faut saluer, mais ce travail n'est pas nécessairement toujours exploitable. Et puis un dernier point sur les idées reçues, un auditeur n'est ni un contrôleur, ni un inspecteur, c'est pas quelqu'un qui vient pour sanctionner. Je crois avoir reconnu dans les participants des représentants de certificateurs, et je parle sous leur contrôle, et je pense qu'ils confirmeront, mais voilà, non, l'auditeur n'est pas là pour punir. L'auditeur est là, et souvent ce que je rappelle à nos clients, c'est que dans auditeur, il y a audit, ne pas prendre dans le sens anglo-saxon contrôle, mais bien dans le sens latin auditio, écouter. L'auditeur est là pour vous écouter, pour comprendre,
Et ensuite, à vous de le convaincre qu'effectivement, vos modes de fonctionnement sont bien compatibles aux exigences. Donc voilà, ça, ce sont les idées reçues. Dernier point, tordre le cou aux rumeurs. Il y a beaucoup de choses qui se disent, qui s'écrivent, que nos clients nous relatent et qui sont anxiogènes. Et vous l'avez dit, Madame Margollet, encore très récemment, une cliente me dit « Gilles, il faut qu'on repousse notre rendez-vous, il faut que je revoie le travail parce qu'il y a une 6e version du référentiel qui est sortie et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas fait tout ce qu'il fallait par rapport aux personnes en situation de handicap. » J'ai décroché mon téléphone pour dire à ma cliente, il n'y a pas de 6e version du référentiel. Il y a une 6e version du guide qui donne des éclairages supplémentaires, plus particulièrement relatifs à l'accueil des personnes en situation de handicap. Mais on lit beaucoup et beaucoup trop à longueur de réseaux sociaux, ça y est, la 6e version du RNQ est sortie. Non, il n'y a qu'un seul référentiel avec ses 32 indicateurs. Et il n'y a pas, à ma connaissance, de nouveaux indicateurs. Autre rumeur aussi, moi j'ai des clients qui me disent notre certificateur, on a pris rendez-vous et il nous parle du critère 8 et des indicateurs 33 et 34. Alors la première fois, je suis un peu tombé du ciel, et puis un peu tombé de ma chaise. On demande toujours quand même qu'on nous fournisse des écrits, et j'ai vu tomber effectivement des plannings d'audit où les auditeurs disaient on examinera le critère 8, les indicateurs 33 et 34, lesquels peuvent changer d'ailleurs d'un certificateur à l'autre. Et là, je vais quand même reposer la question à Madame Margollet, je pense que nous entend toujours. On est bien d'accord. Le référentiel national qualité, ce sont 32 indicateurs, pas 33 ni 34. Je ne sais pas si elle m'a entendu. Ou Madame Glass éventuellement. Bon, comment dire, on reprendra ça peut-être avec les questions. Voilà, donc ça, ce sont autant de choses très, très, très anxiogènes et on prend beaucoup de temps aussi à déconstruire ces idées reçues et à tordre le cou aux rumeurs. Et puis pour terminer, quand je dis que ensuite nous donnons du sens à l'exigence d'abord, on est dans cette approche de, vous savez, compétence et conscience. La grande majorité de nos clients, en fait, sont dans la compétence non consciente. Ils ne savent pas qu'ils font bien. Ils s'imaginent souvent que, mon Dieu, on va nous demander des choses complètement hors de portée, des choses complètement impossibles à faire. Quand on a lu le référentiel, on s'est dit, oh mon Dieu, on va avoir énormément de travail. Et puis quand on travaille avec eux, ils se rendent compte qu'en fait, les exigences, ils les respectent déjà, très souvent. Nous, c'est vraiment un retour qu'on a. Et si je pouvais la rassurer, parmi les 102 personnes connectées, s'il y a encore des gens qui sont prêts à entrer dans la démarche, cette compétence non consciente, elle est vraiment flagrante. Des organismes de formation qui font bien le job, mais qui n'en ont pas toujours conscience. Après, on est aussi là pour mesurer avec eux la non-compétence non consciente. Dire attention, là, vous pensiez que vous faisiez bien, mais vous n'êtes pas tout à fait dans la plaque, si je puis dire, de l'exigence. Et aujourd'hui, la difficulté qu'on a aussi parfois, c'est de faire comprendre que l'exigence, elle n'est pas finalement hors de leur portée, et de les aider à mettre en place les bonnes pratiques pour atteindre l'exigence. Voilà. Et ça, c'est pas tant ce qu'il y a de plus compliqué finalement. Là où ça devient compliqué, et je terminerai là-dessus, c'est ensuite, une fois qu'on a bien mis en place tout le système de management de la qualité, c'est de dire, bon, et maintenant, quels sont les éléments de preuve pertinents qu'on va dégainer pour convaincre l'auditeur? Et comme, et vous le savez, nous sommes dans des métiers déjà sur de la prestation de services intellectuels, sur de l'immatériel, on est sur un métier énormément basé sur le relationnel, sur l'oralité, sur l'humain. La formalisation, elle ne va pas de soi dans nos métiers et on n'est pas tout le temps en train d'écrire tout ce qu'on fait. Donc effectivement, il y a des moments où on se dit mais comment est-ce que je vais bien pouvoir faire pour apporter un élément de preuve? Et c'est souvent là qu'on a une complexité, c'est sur la fourniture de la preuve. Mais sur la mise en place du système de management de la qualité, ils sont relativement carrés. Ensuite, charge à eux d'apprendre à convaincre l'auditeur et d'apprendre à expliquer à l'auditeur. Et on a une petite formation chez Lafayette de préparation à l'audit qui s'appelle « Défendre sa conformité ». Vous êtes conforme, soyez-en d'abord convaincus pour convaincre l'auditeur. D'accord, merci Gilles. Alors, pour conclure, quelques retours de la part des clients que vous avez accompagnés. Donc, qu'est-ce que vous avez comme retour à propos du déroulement des audits, à propos des modalités d'accompagnement que vous avez réalisées, et vous-même par rapport à cette question de l'amélioration continue, comment vous intégrez ça dans vos propres méthodes de travail? Alors, au niveau des retours des audits, j'ai envie de dire que nous avons souvent le premier retour, c'est
ah bon, c'était ça? Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la compétence non consciente. Beaucoup de nos clients se rendent compte que finalement, l'épreuve à passer n'était pas si terrible que ça. Nous avions animé avec ma collègue Elodie Cavigioli au mois de juin un webinaire sur les indicateurs glissants et nous avions convié certains certificateurs à sa préparation et à son animation. Et déjà, fin juin, une statistique que nous avions, c'était que sur cet échantillonnage qui était à peu près d'un peu plus de 1500 organismes qui étaient déjà passés sous les fourches codines de l'audit, 70% passaient l'audit avec 0 non-conformité, ce qui n'est pas neutre, et 30% avaient des non-conformités, mineures ou majeures, mais qu'ils étaient en capacité de lever dans les délais. 6 mois pour une non-conformité mineure, du moins pour présenter le plan d'action d'une non-conformité mineure, et 3 mois, 90 jours pour présenter et mettre en œuvre le plan d'action pour une non-conformité majeure. Et cette statistique, on la retrouve. On la retrouve encore aujourd'hui. Voilà, globalement, nos clients passent l'épreuve. Et j'ai envie de dire nos clients chez Lafayette, mais pas que, parce que quand on voit les témoignages qui de ci, de là, émaillent les différents réseaux sociaux des personnes qui annoncent qu'ils ont eu leur certification Calliope, certains sont parfois surpris de ne pas avoir eu de non-conformité, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors après, c'est vrai, on ne parle que des avions qui s'écrasent et des trains qui ont du retard. On a aussi des retours sur parfois des notifications de non-conformité. Nos clients nous disent, je ne comprends pas ce qu'a voulu me dire l'auditeur là. Il y a ponctuellement des non-conformités qui nous semblent un peu abracadabrantesque, mais je ne veux pas empiéter sur ce dont va parler tout à l'heure, ce dont vont parler Michel Beaujard et Hubert Grandjean. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, nous demandons bien évidemment systématiquement à avoir le rapport d'audit. Alors anonymisé, on ne veut pas savoir qui est l'auditeur ou le certificateur, on s'en fiche. C'est de faire la part des choses entre la perception de l'écart, qui est celle de notre client, et la motivation de l'écart, qui est celle de l'auditeur. Entre les deux, parfois, il peut y avoir un gap. Et parfois, effectivement, il s'avère que nous-mêmes, on s'interroge sur les motivations de l'écart. Et à ce moment-là, on dit à notre client, signalez-le à l'auditeur, revenez vers lui, signalez-le au certificateur, revenez vers lui. Voilà, ne restez pas sur une non-conformité que vous ne comprendriez pas. Il y a toujours un échange, et là encore, je parle sous le contrôle des certificateurs, un échange qui est possible avec les certificateurs après l'audit, et puis, je veux dire, dans le pire des cas, et c'est déjà arrivé, les signalements au COFRAC si vraiment on ne comprend pas ce qui se passe. Mais là encore, j'insiste sur le fait que ce sont des choses qui font beaucoup buzz, mais qui restent très à la marge. Globalement, j'ai envie de dire, les auditeurs et les certificateurs font le job. Ensuite, pour terminer sur la question d'amélioration continue, les points sur lesquels on se rend compte que il y a probablement une amélioration patente dans beaucoup de structures, et ça peut paraître paradoxal. Nos clients sont des prestataires d'actions concourant au développement des compétences. Il y a 2 indicateurs sur lesquels on les accompagne beaucoup. Enfin, il y en a plusieurs qui sont glissants à l'audit, mais en termes de préparation, je voudrais faire un focus sur les indicateurs 5 et 11, qui sont totalement liés, puisque le 5, c'est celui qui nous dit que le prestataire définit des objectifs opérationnels et évaluables. Bien évidemment, s'ils sont évaluables, il faut s'attendre à ce qu'ils soient évalués, et crac, ça nous tombe dessus à l'indicateur 11, qui nous dit que le prestataire évalue l'atteinte des objectifs par les publics bénéficiaires. Et effectivement, on se rend compte de la difficulté que peuvent avoir parfois les prestataires à bien identifier les compétences à développer et à les expliciter de manière à démontrer que ce sont bien des objectifs opérationnels et qu'ils sont évaluables. Donc, on les accompagne beaucoup sur de l'ingénierie de compétences. Parce qu'effectivement, savoir identifier quelle est la compétence à développer et comment est-ce qu'on va du coup formuler, expliciter un objectif de compétence, et puis derrière, en ingénierie pédagogique, les différents objectifs pédagogiques qui s'y rattachent. Donc il y a ce premier axe sur lequel on peut encore faire grandir les prestataires, et le deuxième axe qui est celui de l'indicateur 11 de l'évaluation. Évaluer les acquis, c'est quelque chose pour lesquels les prestataires ont en général une vision claire sur en quoi ça consiste. Là où ça devient plus compliqué, c'est lorsqu'on parle d'évaluer la capacité du bénéficiaire à mettre en œuvre les acquis en situation professionnelle. Donc, ça implique une
capacité de se projeter, pour le bénéficiaire lui-même, elle-même d'abord, et puis pour le prestataire ensuite, à se dire, mais jusqu'où est-ce qu'on peut se prononcer sur la capacité réelle ou supposée du stagiaire, du bénéficiaire, à pouvoir mettre en œuvre les acquis sur son poste de travail. Là, reste encore une complexité. Là, je vais faire un petit clin d'œil à Hubert Grandjean, puisqu'on nous avions travaillé sur cette question il y a quelques années au sein de la commission de normalisation de l'AFNOR, lorsqu'on a travaillé sur la norme évaluation, laquelle avait déjà écrit un certain nombre de choses. Plus récemment, la norme sur le management d'un projet de développement de compétences a encore plus éclairé ces choses-là. Je ne suis pas un vendeur de normes, mais ayant modestement contribué à leurs écritures, il y avait déjà des éléments de réponse dans ces documents-là, et on sent qu'aujourd'hui, développer les compétences, oui, mais encore faut-il s'entendre sur ce que l'on entend par compétence, par un objectif opérationnel, et s'entendre sur ce que l'on entend par évaluer l'atteinte d'un objectif opérationnel. Merci Gilles. Alors je vais évoquer là plusieurs questions qui sont apparues sur le chat. D'ailleurs, je signale que sur le chat, il y a plusieurs réponses qui sont déjà données, notamment par Michel Beaujard. Et donc, je vais énoncer là quelques questions pour les 10 minutes qui nous restent. Et on donnera comme ça la parole à Agnès Glass et également Sophie Margollet. Mais d'abord Agnès Glass pour avoir des précisions. Alors, première question, est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations sur l'enquête menée auprès des OPAC? La deuxième question, est-ce que la problématique de la digitalisation oblige les organismes prestataires à faire une offre de formation à distance? Des précisions sont demandées sur les exceptions concernant l'enseignement supérieur, mais là je vois que dans les réponses qui ont déjà été fournies, on pourra laisser de côté cette question pour le moment, on pourra toujours le donner par ailleurs. Une question concerne l'évolution du guide. Il est demandé si il y a un indice 7 qui est en préparation, quelles sont les prochaines évolutions sur lesquelles s'attendre. Deux dernières questions. Une question sur l'accompagnement. Pourquoi proposer un accompagnement et pas directement un pré-audit? Et enfin, sur la certification Calliope, est-ce qu'elle est envisageable pour un réseau d'établissements? Voilà. Ce n'est pas l'ensemble de toutes les questions, mais ce sont les principales que j'avais notées. Donc, merci Gilles de bien vouloir donner la parole à Agnès. Alors c'est fait, j'ai reconnecté, mais je ne sais pas trop ce qui se passe. Nos deux interlocutrices, j'en vois. Alors, elles n'ont pas entièrement disparu, elles ont des soucis de connexion, et je clique désespérément sur les différentes fonctionnalités pour leur permettre de rejoindre la salle. Donc j'ai toujours un œil sur le panneau. Simplement, je pourrais juste répondre, si tu veux bien, Robert, à cette question. Pourquoi proposer un accompagnement et pas un pré-audit? Nous proposons les deux. En fait, on a d'abord un premier entretien avec nos clients pour voir où ils en sont, et il n'est pas rare que moi j'ai des clients qui me disent, écoutez, moi je pense que je suis prêt, est-ce que vous pourriez simplement me proposer un audit blanc? Oui, on fait. On propose plusieurs types de prestations. Il y a des organismes de formation qui sont tout à fait capables comment dirais-je, de s'approprier le référentiel, de travailler dessus. Et puis, je peux vous dire aussi qu'il y a des organismes de formation qui sont allés à la certification Calliope sans avoir été accompagnés d'aucune manière. Je veux dire, tout est possible. Alors, Gilles, puisque tu es en ligne, une question là à laquelle tu devrais pouvoir répondre. On nous demande comment faire quand on est formateur indépendant débutant, quelles preuves faut-il apporter? Donc voilà, je pense que la réponse sera beaucoup plus globale, mais voilà, si tu peux apporter quelques éléments. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, et c'est un peu l'esprit Datadoc. Tout le monde dit quelles sont les preuves qu'on doit fournir. Et nous, ce qu'on dit, c'est avant de voir quelles sont les preuves que vous devez fournir, on va d'abord voir comment est-ce que vous travaillez et comment est-ce que vous répondez déjà aux exigences. C'est du processus que découle la preuve et pas l'inverse. On se retrouve parfois dans des situations où on a des organismes que nous accompagnons qui ont déjà commencé à compiler tout un tas de preuves, et alors on les met de côté. D'accord? On travaille sur le processus, et une fois qu'on a bien mis en place tous les processus, toutes les bonnes pratiques, on retourne vers l'épreuve, et là on dit, alors dans l'épreuve que vous pensiez
produire, quelles sont celles finalement qui sont réellement pertinentes, quelles sont celles qui manquent et quelles sont celles qui ne servent à rien. Donc, moi, c'est pour ça que quand je dis je ne peux pas répondre à une question, qu'on ne m'a pas posée. Nous, la clé d'entrée n'est pas la preuve. La clé d'entrée, ce sont les pratiques. D'accord, très bien. Je vois que Sophie Margollet est à nouveau disponible, donc si tu peux lui donner la parole. Alors, c'est fait. Madame Margollet est logiquement connectée. Je la vois en vert avec Live On qui clignote. Alors, est-ce qu'elle nous entend? Non. Ouais. Non. Alors bon, peut-être Gilles, tu peux répondre à cette autre question qui concernait la digitalisation. Est-ce que, d'après ce que toi tu sais, les organismes ont l'obligation de faire une offre de formation à distance? Mais bon, voilà. Alors, Madame Margollet répondra à cette question parce qu'elle avait commencé à donner des éléments de réponse tout à l'heure, donc je préfère lui laisser la main pour reprendre sur cette question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant, oui. Allez-y. Oui, Sophie? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'ai quand même beaucoup de soucis de connexion. C'est une ouverture vers la digitalisation des formations. Hein. C'est une ouverture de la digitalisation des formations. D'accord. Oui. J'ai évoqué tout à l'heure une ouverture de la digitalisation des formations. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité qui est donnée. Entendu. Il y avait une autre question sur l'enquête menée sur les OPAC. Est-ce que vous avez des éléments ou est-ce que vous avez un lien ou une façon de se produire peut-être les résultats de cette enquête? Sophie Margollet, vous m'entendez? Non, on a vraiment une difficulté de liaison. Alors, pour les participants qui nous posent des questions dans le chat, ne vous inquiétez pas, on les reprendra et on apportera des éléments de réponse. Oui, Sophie? Voilà. Beaucoup. Vous nous enverrez des éléments sur comment y accéder? C'est très assuré, Robert, je suis très assurée. C'est qu'en effet, l'enquête est toute d'information et D'accord, vous nous enverrez le lien et c'est un petit peu haché, mais on attend la référence prochainement et on la diffusera auprès des Vous participants. n'entendez pas, Robert? Voilà, là vous m'entendez, moi? Oui, 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 oui. Oui, oui, on vous entend. Alors, comme on va devoir terminer là, cette première séquence, peut-être si vous m'entendez, est-ce que vous avez moyen de répondre à une question qui a été posée concernant les projets? Oui, vous m'entendez là? Parle, mais visiblement. Moi, je vous entends, mais pas vous. Bon, écoutez, on note les questions. Oui. On note les questions. On répondra avec peut-être des éléments de synthèse de ce webinaire pour le replay. Là, je me tourne un peu vers Michel Beaujard pour peut-être clore, ou alors vers Gilles pour peut-être clore cette première partie du webinaire, dans la mesure où on doit faire une pause pour pouvoir ensuite enclencher. Et là, il faut que nos participants comprennent bien qu'ils doivent à nouveau se connecter sur Webikeo pour la deuxième partie. Bon, merci à nos intervenants. Désolé pour Agnès Glass et la fin de la prestation de Madame Margollet, mais bon, on essaiera de reprendre les éléments dans un document que l'on ajoutera avec le replay. Gilles, je te laisse la main pour fermer. Merci à tous. Et donc, rendez-vous dans une dizaine de minutes sur la deuxième partie de ce webinaire. Bonne fin de journée. Je vous quitte. Merci et je coupe. Merci.